Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch, et avant que je m'attaque bien sûr sur un deuxième et dernier DVD de la PWG, parce que il y aura, on va dire, plus que celui-ci et que l'autre y suivra par la suite, je ne sais pas si vous m'aurez compris, mais bon, je vous expliquerai quand j'aurai, on va dire, livré la dernière vidéo sur le DVD de la PWG. Et pour l'instant, ce n'est pas encore le dernier. Mais avant qu'on commence, eh ben, je tenais à dire bon anniversaire à Monsieur Cinéphile, donc WW Réseau Souvenir, qui pourtant a toujours été quelqu'un de... Enfin, pas très très méchant. Enfin, il a été un tout petit peu méchant, mais il n'a pas non plus toujours été très très fiable. Mais je tenais à lui dire bon anniversaire parce que justement, il m'avait demandé et que je me rappelle il y a un an, j'avais fait un update de ma collection de DVD de catch plus un jeu, enfin plus les jeux pardon. Et maintenant, ben, je suis obligé de le faire sur un DVD de la PWG auquel ça lui normalement lui intéresse pas, mais que je décide quand même de le faire parce que c'est exactement mon but. Mais bon, j'espère que voilà, j'ai été très clair sur ce coup-là avec toi, monsieur cinéphile. J'espère que ça aura été beaucoup plus clément et j'espère que malgré tout, tu sauras s'abstenir parce que oui, j'ai pas envie que les mois, les jours passent et que tu deviens pénible par la suite. Ça, c'est une attitude désobligeante que je ne tolère absolument pas, vraiment pas du tout. Je n'apprécie pas du tout, notamment ces gestes, mais voilà, au moins j'ai été très clair et j'espère que ça t'aura vraiment bien plu. Mais bon, au moins du fait que tu souffles tes bougies et que tu manges un bon morceau de gâteau et des petits cadeaux, etc., etc., le reste, voilà, le reste, ça me regarde pas, mais que tu en profites par la suite. Donc, voilà, je m'attaque sur un DVD, vu comment j'ai passé un spécial anniversaire. Maintenant, au DVD. Donc, Game Over Man, donc le pay-per-view de la PWG, Pro Wrestling Guerrilla, Game Over Man, le 21 avril 2017, à Resident California, donc à Los Angeles. Ouais, Californie, peu importe où ils sont. De toute façon, ça reste toujours la capitale et surtout la salle mythique où ils font la plupart des spectacles, beaucoup de spectacles même, et que c'est édité par iSpot. Donc il y a la salle mythique de la PWG et que j'avais complètement ignoré et que ça j'aurais pu vous avertir, mais il y avait un bar plus la scène, une scène de théâtre. Au début je me disais est-ce que c'est pas un gymnase ou juste un bar, quelque chose comme ça. Bref, je me pose énormément de questions et que peut-être que j'ai pas toujours notamment raison sur ça. Mais en tout cas, je sais que c'est la salle la plus mythique pour la PWG et que au début, ben, on a les catcheurs quoi, Keith Lee, Jeff Cobb, Chuck Taylor, Michael Elgin et Dick Togo. Et que là, ben, il y a toute une panoplie de catcheurs et des hotspots. Vraiment que des grosses prises. Et que on va commencer le match directement avec Lio Rush, donc Lio Rush contre Rey Fenix. Donc un match complètement explosif. Oui, très explosif même. Surtout qu'on sait que c'est un match purement aérien. Même si c'est du côté indie et un style très dangereux. Parce que oui, certes c'est divertissant, mais c'est quand même dangereux. Et que qu'on visualise bien le show de la PWG et surtout les catcheurs de la PWG, on ne peut s'empêcher de dire que peu importe face et heel, la foule, même si elle est bourrée ou pas, ou clean ou pas, ben, ils sont quand même du côté de leurs favoris et qui savent interagir avec les catcheurs. Et c'est pas des conneries. Il suffit de le regarder ce DVD pour mieux comprendre. Ou alors d'autres shows sur YouTube. C'est pour ça que le lien de la chaîne YouTube est toujours dans la description. Parce que oui, je ne fais que mettre ça dans les descriptions. Parce qu'il y a
que ça qui peut, on va dire, vous faire découvrir. C'est un peu comme la Ring of Honor. La WWE, inutile de la faire connaître, tout le monde connaît, et que je suis sûr que la plupart d'entre vous est abonné, en tout cas je l'espère. Mais bon, etc. Et concernant le match, ben, à un moment, il y avait un spot à l'extérieur du ring. Enfin, c'est au niveau du ring et vers l'extérieur. Il y a un moment donné, j'ai cru que Rey Fenix et Lio Rush allaient se tuer suite à un Shining Star du ring vers l'extérieur. Très, très, très risqué. Hein. Franchement, les mecs, ils risquent leur vie s'ils font pas attention. Hein. Et qu'à un moment donné dans le match, ben, Lio Rush avait saigné de la bouche. Et que ça lui a pas empêché de continuer le match, de repoursuivre et de affaiblir Rey Fenix. Et si vous connaissez pas Rey Fenix, ben c'est celui qui est avec Pentagon Junior, celui qui fait Zero Miedo, aucune peur, quoi. Bref, il fait ça à chaque fois dans les matchs Pentagon, Zero Miedo. Donc, il ne craint aucune peur, même pas dans un match de catch. Ok. Mais bon, voilà, au moins vous savez qui sont. En plus, ils sont à la EW, du côté de Dynamite et pas du côté de Collision. Parce que du côté de Collision, c'est pour les catcheurs basiques qui savent faire la base des choses. Comme du catch, du pur in-ring classique. Avec un tout petit peu de voltige, mais pas très dangereux. Vraiment pas très dangereux. Et du côté de Dynamite, ben, on sait que c'est explosif avec des catcheurs qui ont peut-être pas, on va dire, un physique impressionnant. Enfin, la plupart, oui, mais d'autres, non. Mais c'est plutôt les catcheurs qui font un peu du trampoline, qui font exactement ce qu'ils veulent sans prêter attention et sans faire eux-mêmes attention que ça part un peu dans tous les sens du terme. Et que des fois, c'est une audience de niche. Enfin, comme le public de la PWG, c'est une ambiance assez spéciale, un peu comme la l'AEW et d'autres promotions. Il faut savoir apprécier si on adore la plupart des promotions qu'on regarde. Et, euh, et surtout, comme je voulais dire, un public de smart, public de niche qui adore des mecs avec un style complètement indie qui peut paraître spectaculaire, mais très dangereux. Et pour en finir directement avec ce match-là, c'est Lio Rush qui bat Rey Fenix avec un saut de grenouille, vraiment un saut de grenouille, c'est un frog splash, mais qui prend énormément de hauteur. Et que voilà, c'est tout ce que je peux en dire sur Lio Rush et sur ce match entre lui et Rey Fenix. Et que je décide de passer par la suite. Et que par la suite, ça aurait pu être le deuxième main event. Enfin, le deuxième match après le main event. Mais vous savez de qui il s'agit ou peut-être pas. Mais Adam Cole, baby! Et celui qu'on appelle aujourd'hui Matt Riddle, ou plus court Riddle. Mais à l'époque, il se faisait appeler Mathieu Riddle, qui était à la base de son vrai nom. Et oui, Mathieu Riddle, avant qu'il soit à la WWE, il était dans le circuit indie, auquel il a su faire vibrer la foule et faire kiffer son style, son côté, un peu speed sur le ring, mais très détendu, très cool. Quelqu'un qui adore fumer des joints, parce que oui, Matt Riddle est un gros fumeur de joints. Bon, après, s'il a un amour pour le joint, tant mieux pour lui. Du fait qu'il est calme, posé, qu'on vient pas le faire chier. Et j'espère que c'est pas non plus un tyran, parce que c'est vrai que quand t'as en face un ancien combattant de MMA, vaut mieux pas que tu te retrouves sous ses pattes. Hein. Et je dis ça, je dis rien. Hein. Parce que oui, il a quitté le monde du MMA parce que il avait été viré, parce que voilà, il consommait énormément de weed. Et ça, Dana White ne l'a pas, on va dire, apprécié. Qui dirait de lui que il n'ira nulle part du côté du MMA, vu comment il sera grillé de partout. Et du coup, ça lui a forcé à changer de direction. À la place de s'attaquer au MMA, il s'est directement attaqué au catch. Parce que au catch, tout est possible. Si on peut fumer des joints, boire de la bière et peut-être s'envoyer en l'air, on le fait. Et du coup, il a trouvé sa vocation. Et quelle vocation!
car ça lui a porté beaucoup de préjudice. Et pourtant, il combat un énorme catcheur incroyable. Il y en a qui ne verraient pas de cet avis, et pourtant, Adam Cole, il est vraiment incroyable. Et je pense que c'était pas encore... non, c'était pas encore là qu'il quitte la Ring of Honor, la PWG, pour la WWE. C'est en été qu'il quitte la Ring of Honor et la PWG pour la WWE du côté de chez NXT. Et pourtant, quelle progression et quel parcours hein, de la part d'Adam Cole. Et pourtant, même qu'il était heel, il arrivait quand même à se mettre la foule dans sa poche. C'est un peu comme récemment du côté de la EW à Wembley du côté de All In. Même s'il était heel, il avait quand même une partie du public qui l'appréciait. Alors que MJF était purement face dans la rivalité, alors qu'on sait que c'est un démon, on va dire un sale type. Et pourtant, durant le match de All In, eh ben, c'était lui le sale type. Pourtant, je vais pas spoiler ce qui s'est passé à All In, vu comment je l'avais déjà regardé, et que j'ai pas envie de faire un résumé sur ça, parce que vu comment je n'ai pas de DVD ou quelque chose qui me permette de reviewer, même si je pourrais le faire, mais ce sera pas non plus très très clair. Mais bon, voilà quoi, je le fais avec le moyen que je peux. Bon, après le match, il était très 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 divertissant. Beaucoup de hotspots, de spots aussi qu'on fait de manière très brutaux, comme les souplesses costales, un genre de souplesse, mais sauf que ça se transforme en brise-nuque ou en brise-cou. Et le reste, tu interagis avec la foule. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a fait Adam Cole, mais aussi Riddle. Oui, ce qu'ils ont fait tous les deux. Malgré qu'ils ont réagi avec la foule, eh ben, ils ont quand même été dans le match, car ils étaient purement dedans, à fond et à fond. Et pourtant, malgré que Adam Cole a tenté plusieurs reprises son last shot, des super kicks, le Panama Sun Drive, il n'arrive pas à clouer les épaules de Riddle pour remporter le match. Et que, à un moment donné, il s'est laissé trop en confiance, Adam Cole, et ça lui a, on va dire, coûté sa perte. Il s'est mangé un high kick, des kicks au niveau du corps, et ensuite de ça, un coup de genou, et après ça, il enchaîne pour en finir avec un Broderick Pile Driver, parce que le Broderick, c'est un genre de Pile Driver, mais où il fait un genre de souplex sur le dos. Et ça lui permet de le battre avec un... Attends, il lui a battu avec une soumission, mais je crois que c'est un genre de crucifix où il tord les bras plus la tête et qui remporte le match. Je ne sais pas le nom de la prise, mais je sais bien qu'il a remporté le match. 3,80, je lui mets ça direct. Et ensuite, un combat de poids lourd. Oui, un combat de gros poids lourd. Et pourtant, ça s'avérait très bon. Malgré tout, c'était très bon. Jeff Cobb contre Keith Lee dans un match normal, alors qu'il n'y a pas, mais vraiment pas du tout d'enjeu. Et mon Dieu, ils ont su faire réveiller le public. Hein. Je ne sais pas comment ils ont fait, malgré que ce sont des poids lourds, mais ils sont impressionnants. Hein. Vraiment impressionnants. Et qu'ils ont un peu aussi joué avec le public, notamment quand Keith Lee fait les doubles atémies, au moment où il dit au public de se taire comme des chut. Après, tout le monde se calme et ça fait un gros claque. Là, je ne l'ai pas fait parce que c'est un peu raté, mais j'ai peur que ça tremble la caméra comme ça. Enfin, peut-être que je pourrais le faire, mais après, ça pourrait trembler. Comme ça, une grosse claque. Et après, ça fait... Oh, le public réagit, putain. Et que je me suis dit, même si c'est une public de niche, ils savent quand même réagir aux coups et aux prises. Et comment on surjoue avec le public. Hein. Donc le public même a compris et les catcheurs, ils ont trouvé la seule solution pour les faire avancer dans le match et surtout pour un peu faire le buzz dans le match parce que le but de la PWG, certes, c'est faire des matchs, certes, qui font peut-être pas rêver, mais qui font, on va dire, faire parler d'eux par le côté
le côté en roue libre du catch, parce qu'il faut savoir que le style de la PWG, c'est un peu du style de catch en roue libre. Tu peux faire n'importe quoi. Tu fais, on va dire, divertir la foule. Même des grosses prises comme des German suplex, des T-bone suplex, des souplesses arrière. Et que les deux mecs, ils en chient et pourtant ils font comme s'ils ne vendaient pas. Alors que c'est des grosses prises absolument terrifiantes. Et ben le public y réagit. Et justement, des matchs comme ça peut faire le buzz. Même si ça n'a pas fait un 5 étoiles, enfin. Je sais pas s'ils ont fait un 5 étoiles, mais ça a l'air que c'est à peu près du 5 étoiles. Hein. Parce que, mon Dieu, les interactions avec le public. Hein. Bon, après, il y a des énormes moments, beaucoup de moments que je devrais skipper, mais que je me rappelle que Keith Lee a fait comme un luchador en faisant un hulakarana, alors que c'est un super poids lourd, et qu'un poids lourd n'est pas censé faire ça. Vraiment pas du tout. Même un moonsault, il est même pas censé faire ça, et il le fait. Alors que c'est un big man, c'est un gros type. Et pareil pour Jeff Cobb, il arrive à faire un moonsault plus un shooting star press sur place. Et je me suis dit, là, on a affaire à des big men qui font comme si c'était des poids moyens, alors qu'ils sont ultra imposants et surtout, malgré leur corpulence, ils sont massifs. En tout cas, du côté de Jeff Cobb, il est peut-être gros, mais massif. Hein, alors que Keith Lee, bon, certes, il a des rondeurs, mais il a quand même un côté massif, hein, Keith Lee. Vraiment, il est massif de chez massif. Hein. Et pourtant, quelle réaction de la foule. Quelle réaction de la foule. Hein. Même que c'est des big men, ils prouvent à quel point ils savent faire du bon catch. Vraiment. Même si Keith Lee a tenté plusieurs fois son Limitless Powerbomb, parce que oui, Keith Lee, il est très limitless, comme il aime à se faire entendre, et à s'appeler, parce que oui, il est très limité, mais limité dans le bon sens du terme, mais que ce sera pas lui qui va venir à bout de Jeff Cobb, vu comment c'est lui qui aura le dernier mot, des discus lariat, des rolling elbow, et après ça, il chope Keith Lee, et il fait un genre de power slam, mais façon voyage gratuite. Mais je ne sais pas comment on pourrait qualifier ça. Mais en gros, ça s'appelle, le nom de sa prise, le Tour des îles. Oui, vu comment Jeff Cobb, apparemment, c'est un genre de tueur à gages qui détruit ses adversaires en faisant des prises absolument monstrueuses. Voilà, donc le Tour des îles pour la victoire. Et c'est victoire de Jeff Cobb. Eh ben, ce match-là, 4,10. Je le mets directement ça, 4,10. Et ensuite, un autre match entre un big man et un genre de poids moyen. Entre Michael Elgin contre Kyle O'Reilly. Parce que oui. Encore un combat entre un big man et un poids moyen. Et que même si Kyle O'Reilly, il n'a pas un physique impressionnant, c'est un peu comme son meilleur ami Adam Cole, il n'a pas un physique impressionnant, mais mon Dieu, c'est des tueurs. Après, faut dire, ils savent comment surjouer dans les matchs, hein, parce que c'est vrai qu'Adam Cole, à l'image de Big D Elite, il adore un peu trop surjouer. Mais quand il s'agit de faire un bon match et un bon style de catch, il peut taper dans l'œil de certains spécialistes qui le trouvent vraiment bon. Et d'ailleurs, on ne peut pas donner toujours tort à certains spécialistes. Je m'adresse à des spécialistes objectifs et pas ceux qui ne sont pas objectifs. Parce que on sait que Dave Metzler n'est pas quelqu'un de très objectif, qui adore défoncer la WWE en termes de notation des matchs qui s'avéraient certes un petit peu bons mais décevants. Parce qu'il faut le connaître. Il faut savoir que Dave Metzler est un peu le spécialiste du troll et un vieux journaliste qui a la fâcheuse tendance à enterrer une grosse compagnie comme la WWE. Parce que oui, on sait que dans la vie, il n'y a pas que la WWE, mais même la WWE produit du bon catch. Et ça, Metzler, vu comment il adore, on va dire, jouer avec les malentendus et avec du troll, certains ne sont pas forcément toujours d'accord envers quelqu'un de plus influent dans le monde du catch. Même s'il n'a aucun rapport dans les bookings des shows
Et j'en passe. Mais bon, ça pose un peu polémique sur lui. Et pourtant, dans ce match-là, ben, ils ont sorti des beaux petits manœuvres. Donc, Elgin et O'Reilly. Vraiment, ils ont sorti ben, le meilleur d'eux-mêmes. Et que peut-être qu'il y en a peut-être certains qui pensent à une victoire de O'Reilly. Mais même si O'Reilly a du talent et qu'il est hyper vif et hyper agile, parce qu'il se faufile vraiment comme un petit rat quand il voit une occasion ben, où il a envie de la franchir. Enfin, quand il a envie de la franchir. Quand il est au pied du mur, eh bien, il trouve toujours un moyen de s'en sortir. Notamment quand il s'agit de travailler sur parties du corps, comme les bras et les jambes. Parce que je me rappelle, il a fait que des Jujikatame Cross Arm Breaker de manière incroyable. Alors que Elgin, ben, lui, c'est plutôt de la puissance pure avec des grosses prises. Vraiment, c'est que de la grosse prise avec lui. Hein. Et pourtant, il a fait des Rolling Pokerbomb, un Funkenero, encore un Pokébomb, et à la fin, si je crois bien, il fait un genre de Funkenero Pal Driver, si je crois bien, une prise totalement assassin, et il bat O'Reilly. Oui, il bat O'Reilly. Ce match-là, c'était un 3,70 ou 70, si vous préférez. Et après ça, oui, après ça, match par équipe, mais pas n'importe lequel. Ça implique The War Machine contre les Young Bucks. War Machine, qui c'est? Ben, c'est les Viking Riders. Donc Eric et Ivar. Anciennement aussi Viking Experience. Mais ça, c'est leur prise finish à deux, Viking Experience. Mais que là, Eric et Ivar se nomment Hanson et Raymond Rowe. Donc Rowe, je pense que c'est Eric. Et Hanson, c'est Ivar. Voilà, et les Young Bucks, on sait qui c'est Matenick Jackson. L'élite, oui, The Big D Elite. Les gamins du catch, on peut les appeler ça comme ça, parce que oui, quand j'avais parlé de mes deux reviews que j'avais fait sur leur match concernant les Young Bucks, je pense à Life During Wartime et All-Star Weekend 6, eh ben, quand j'avais dit que les Young Bucks, ils étaient un peu, on va dire, certes immatures, mais que là, quand il s'agit d'être sérieux, ils le font un tout petit peu sérieusement, malgré qu'ils ont toujours le côté style indie, mais que là, depuis, je crois que c'est depuis 2014, enfin, je crois que c'est ça, 2014-2015 qu'ils ont rejoint le Bullet Club au Japon et qui sont catcheurs au Japon. Je me dis que depuis qu'ils sont du côté du Bullet Club, ils font beaucoup de références à la NWO et aussi à la DX. Vu comment dans leur pantalon de combat, on voit que le signe Too Sweet, vraiment que des signes Too Sweet. Et qu'à chaque fois quand ils font leur apparition, ben, le public ne cesse de scander D Elite, D Elite, D Elite, ou The Big D Elite, ou encore Too Sweet, woo, woo, Too Sweet, woo, woo. Et ça c'est le chant pour Marty Scurll, parce que le woo, woo, ça vient de sa musique à Marty Scurll. Que ce soit le côté un peu musique électro ou nouvelle version. Mais bon, ça devient la marque de fabrique de l'élite, qui adore un peu plagier tout le monde. Et c'est vrai, quand tu plagies la DX et la NWO, comme j'avais dit dans la vidéo sur la NWO, c'est quand même vraiment ringard. Et les frères Bucks s'en moquent complètement. Ils préfèrent jouer sur le côté ringard pour être un peu les beaufs, enfin les boomers du catch, je pense, avec un côté jeunesse. Mais bon, on sait que du côté de la AEW, ils sont en train de killer le business. Mais attention, ils sont hyper talentueux, hein. Ils savent comment manier un match, mais façon indépendant de niche, quoi. Parce que vu comment ils ont un style ultra athlétique et vraiment dans
dans leur style à eux, parce qu'on va pas, on va dire, leur causer du tort. Mais voilà quoi, rien de plus, vraiment rien de plus. Et qu'on sait que leur spécialité, c'est spammer des super kicks. Parce que oui, quand ils font des super kicks partout, ça fait Super Cake Allen, Super Cake, ou encore Super Cake Party dans leur musique à eux. Donc oui, avec eux, c'est des parties de super kicks, hein. Vraiment que de super kicks. Et que là, ils ont fait un tout petit peu moins de super kicks. Et qu'ils ont beaucoup, mais beaucoup, 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 beaucoup joué avec le public. Oui, c'est ce que j'ai remarqué. Que ce soit du côté Elite, enfin, les Young Bucks, et un petit peu du côté des War Machine. Parce que oui, j'ai remarqué ça de plus près. Eh ben, ça devenait un petit peu bizarre sous les bords. Je comprends que ça peut plaire à certains... on va un petit peu dire attardés mentaux qui adorent le côté pur indie classique. Mais pour les spécialistes, ça ne les plaît pas toujours forcément. Parce que ça plaît, et des fois ça ne plaît pas. Bon, après, ils ont énormément joué sur contre, hotspot sur hotspot. Et il y a même Ivar qui s'est même pris pour un luchador. Et que je me dis, mais what? Après Jeff Cobb et Keith Lee, même Ivar, il se prend pour un super poids moyen, alors que le mec, il a une corpulence qui fait pas plutôt aérien, enfin qui fait pas plutôt cruiserweight, mais il arrive à le faire, c'est incroyable. Alors qu'on sait que l'élite, eux, ils ont un peu, on va dire un corps, pas un corps de lâche, mais un corps adapté au jobber ou de mid-carder. Parce que oui, c'est un corps de l'un des deux camps, si vous préférez ça. Mais que quand je vois à quel point ils vendent les prisonniers de leur adversaire et qui se dégagent comme si c'était des super héros, je me dis, mais non, arrêtez les mecs. Je veux bien que vous êtes l'élite, mais là, attendez, mais là, vous vous foutez de la gueule du monde. C'est pas possible. Parce que oui, je suis obligé de dire, à chaque grosse prise, au moment où on croit que c'est terminé, alors qu'en face, t'as les champions du monde par équipe de la IWGP au Japon qui te malmènent et que tu te relèves, je me dis, mais attendez les gars, mais vous abusez. Parce que même quand ils ont tenté le Viking Experience, eh ben c'est Nick ou Matt qui se dégagent. Vraiment, ils s'en dégagent. Et je me suis dit, mais what the fuck, mais... Là vous abusez, vous avez mangé un haricot magique de Son Goku, c'est pas possible. C'est pas possible. Et qu'il a fallu que c'est Matt qui s'occupe de Raymond Ransom, de Raymond Rao pour l'occuper, tandis que Matt était en train de faire un surprenant petit paquet un peu pour voler le match des War Machine, en le surprenant pour le compte de 3. Parce que oui, vous avez bien compris, les Young Bucks ont battu les champions par équipe catégorie poids lourd de la New Japan, alors que eux, ils étaient de catégorie poids moyen des juniors. Et là, je me dis, mais attendez, mais les gars, je veux bien que vous êtes populaire et que la PWG est un peu votre maison et aussi votre camp de commerce, mais là, vous abusez, les gars. Mais attention, le match était énorme. Le match était énorme, j'ai rien à dire sur ça, le match était énorme. Et même si c'est victoire des Young Bucks, je lui mets un 3,80. Je lui mets ça, et ça se mérite. Bon, après, il y a eu des bons spots, des meilleurs spots même. Bon, après, le reste, il y a eu trop de surjoues avec des prises et beaucoup trop surjoué avec le public aussi, hein. C'est tout ce que je peux retenir sur ça. Bon, après, 2 matchs après, c'est terminé et je pense que je vais essayer d'y aller droit au but. Zack Sabre Jr. contre Dick Togo. Et d'ailleurs, Dick Togo, je me demande s'il fait pas partie de la Michinoku Pro de la fédération de Taka Michinoku. Parce que vu comment il est aussi du côté de la Dragon Gate également. Et que là, il a en face un champion
mondial de la PWG, malgré que lui non plus, il n'a pas un physique incroyable, Zack Sabre Jr., mais pourtant, il est hyper talentueux, très technique en soumission, et c'est pour ça que je l'appelle, pour moi, le deuxième Bryan Danielson, parce que vu comment il est hyper technique, même plus technique que Bryan Danielson, et que quand il tord les bras et les jambes, comme s'il allait te faire un bretzel humain, franchement, tu te dis, ce gars-là, t'aimerais pas le voir faire des prises auxquelles tu serais coincé, sinon t'es fichu. Bon, après, je pense pas que lui aussi, comme les Young Bucks, il finira à la WWE. Et pourtant, ces gars-là sont hyper talentueux. On aimerait bien les voir à la WWE, mais qu'ils améliorent leur style et qu'ils changent leur style, qu'ils abandonnent le côté indie pour s'adapter aux produits WWE. Du fait qu'ils divertissent le public et que là, on voit enfin une amélioration des Young Bucks, mais façon bon catch, quoi. Ça peut faire du bon catch. Alors que Zack Sabre Jr., je pense que si jamais il aborde le côté, certes, je suis peut-être pas très musclé, mais je sais comment vous caler, vous bloquer avec mon savoir-faire en termes de technique en soumission. Je pense que ça pourrait peut-être le faire, mais après, je pense pas le voir contre des big men. Hein, parce que je l'ai déjà vu, Zack Sabre Jr. contre Walter, contre Keith Lee, contre Michael Elgin et contre d'autres catcheurs. Et pourtant, même si c'est des big men en face, eh ben, il s'en sort malgré tout. Un peu comme Lio Rush, également aussi pour Lio Rush. Mais bon, il est quand même incroyable, Zack Sabre Jr., il n'y a rien d'autre à dire. Bon, beaucoup de prises au sol et beaucoup de tentatives en technicité. Même si le match était très bon. Et à la fin, parce que là, je vais plutôt passer du côté de la fin. À la fin, quand Zack Sabre Jr. a enfin, on va dire, contourné les multiples tentatives de tomber de Dick Togo, eh ben, il arrive à le coincer en mettant ses deux jambes sur ses propres jambes, en le faisant tourner en bourrique et en le faisant coincer tel un bretzel humain. Eh ben, il en profite pour le caler et de faire des doigts d'honneur à la foule pour faire le tomber comme si de rien n'était. Vraiment comme si de rien n'était. Et d'ailleurs, les images vous le prouvent. Hein. Donc, il fait un ponté en faisant un petit paquet. Et que là, on le voit pas très bien, mais là, il fait un doigt d'honneur. C'est juste qu'ils ont... C'est juste que ses doigts, ils ont dépassé la limite de l'espace du DVD. Mais bon, on s'en fout. De toute façon, il a quand même fait un fuck. Et il bat Dick Togo avec ça. Tout ça pour ça. Et ensuite, le main event. Vraiment le main event. Parce que là, le match là, entre Zack Sabre Jr. et Dick Togo, je le mets à 4. Mais là, le main event, il est peut-être pas à la hauteur du match entre Jeff Cobb et Keith Lee et entre Zack Sabre Jr. et Dick Togo. Il est peut-être pas à la hauteur de ça. Mais c'était un bon match hardcore façon indie. Bon, après, qui n'est pas non plus exceptionnel. Hein. Entre le vilain Marty Scurll et The Kentucky Gentleman Sexy Chuck Taylor. Dans un Reseda Street Fight. Reseda Street Fight, qui est une version hardcore de la PWG. Et que j'avais oublié de constater, mais le commentateur de la PWG était Excalibur. Parce que oui, Excalibur, c'est le commentateur de la EW. Celui qui porte toujours un masque. Et pourtant, il était le fidèle lieutenant et commentateur de la PWG. Un des fidèles, en tout cas. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Gros bordel, vraiment un gros bordel, surtout en connaissant le passif de Chuck Taylor sur la CZW, donc oui, une fédération hardcore. Même si j'ai pas vu ces matchs dans le hardcore, pourtant il peut être extrême quand il le veut, malgré que certes il a peut-être une belle gueule, un physique certes qui n'est pas, on va dire, très impressionnant, mais que voilà, il a une belle gueule, il a un petit peu des bons moves qui est propre à lui. Ça dépend si on aime ou pas. Mais voilà quoi. Et en Marty Scurll, c'est pareil. Lui non plus, il n'a pas un physique impressionnant. Mais pourtant, moi, ce qui m'étonne chez lui, c'est que quand il demande de l'attention du public,
pour qu'il permet de lui craquer les doigts. Et d'ailleurs, c'est le premier, bien avant Pete Dunne, bien avant Butch, à vouloir utiliser le style de craquage de doigts. Parce que quand tu l'entends faire chut, tout le monde se tait, tout le monde se tait, tout le monde se tait. Et après, on entend un et qu'après, oh, il lui a craqué les deux doigts. Donc, il a un tout petit peu craqué les doigts de Chuck Taylor. Et bien sûr, Chuck Taylor, même s'il a vendu, un tout petit peu vendu ce craquage de doigts, il commence, enfin, il continue toujours à se battre, même avec un doigt en moins. Et pourtant, il essaie de se remettre les doigts en place. D'ailleurs, je ne sais pas s'il le fait vraiment pour de vrai. Mais à mon avis, je suis sûr, si tu lui donnes tes mains et qu'il dit que il va faire quelque chose avec tes doigts que on se souviendra peut-être. Et c'est pas comme si on se souviendra de manière positive, mais plutôt négativement. Vu comment il peut vous craquer les doigts et c'est sûr, on peut demander à avoir un genre de petite prothèse pour les doigts. Donc, un spécialiste du craquage de doigts bien avant Butch. Et pourtant, ça n'empêche pas Chuck Taylor de continuer le match et aussi d'en finir ce match-là. Parce que je me rappelle des spots à l'extérieur, même s'il y avait des chaises. Et après, il ramène des chaises, une échelle, jusqu'à ce que Chuck Taylor, il ramène un genre de papier cadeau. D'ailleurs, c'est ça le papier cadeau, en forme de sac de supermarché, où il sort les punaises. Et d'ailleurs, c'est Marty Scurll qui va y goûter aux punaises après qu'il s'est fait aveugler par de la poudre. Et il s'est aveuglé tout seul comme un con suite à Chuck Taylor qui lui a donné un coup de pied dans les mains. Et du coup, ce dernier, il a de la poudre dans les yeux. Donc du coup, il s'est ramassé les punaises dans le dos. Et après, c'est au tour de Chuck Taylor. Mais ça ne les arrête pas. Et à chaque fois quand Marty Scurll veut prendre son parapluie, il assomme un coup de parapluie et qui veut en finir avec sa crossface chicken wing, mais que l'arbitre, je pense qu'il s'est pris un coup plus tôt et du coup, ça ne valide pas la soumission, parce que Chuck Taylor avait abandonné un premier temps, mais que l'arbitre n'a pas vu alors que les gens l'ont vu. Il décide de prendre le parapluie, l'autre parapluie de Marty Scurll pour le frapper avec, et d'ailleurs, il casse la manche du poignet du parapluie. Mais après ça, quand l'arbitre commence à prendre de ses émotions... Attends. Au moment où il s'était fait aveugler, ça je ne l'ai pas encore dit, au moment où Marty Scurll se fait aveugler, il attaque un arbitre en craquant ses deux doigts. Et du coup, quand Chuck Taylor fait une prise sur Marty Scurll, l'arbitre ne peut pas faire le tomber à cause que ses mains sont complètement craquées. Et du coup, ça lui force à changer de stratégie, à faire sa crossface chicken wing. Et du coup, il fait un crossface chicken wing auquel Marty Scurll abandonne. Et du coup, c'est victoire de Chuck Taylor. Voilà, j'espère qu'avoir été clair dans tout ce barda. Voilà. Et du coup, victoire de Chuck Taylor, c'est lui qui clôture la soirée. Et ce match-là, 3,50. Et pour vite clôturer cette review, les matchs à l'ensemble, 4,40. Là, c'était un très bon show, vraiment un très bon show. Et que je devrais maintenant passer. Donc, c'est tout pour cette review. C'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. Et je sais que la prochaine vidéo, ce sera le dernier DVD de la PWG. Et que, avant toute chose, je tenais à dire bon anniversaire à Monsieur Cinéphile. Et moi, je vous dis à plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.